Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable de l'unité observation de la Terre à Magélium. Et en fait, je ne suis pas ici au titre à proprement parler de Magélium, mais c'est plutôt, je suis l'un de ceux qui ont pensé initialement qu'on pouvait réunir l'ensemble des acteurs en hydrologie pour réaliser quelque chose d'un concept qu'on appellera ici l'hydrologie opérationnelle. Voilà, partant du constat, si vous voulez, que à la fois dans les organismes de recherche, auprès aussi de notre agence spatiale française et puis dans le tissu industriel, on avait toutes les capacités pour mettre en œuvre réellement une hydrologie opérationnelle de bout en bout, allant de la recherche jusqu'à l'opérationnel avec de l'analyse et de la prévision. Alors, je vais vous faire une petite présentation qui va vous montrer le concept de ce qu'on prévoit. On appelle ça un centre européen d'hydrologie spatiale opérationnelle. Alors, je précise tout de suite, là, pour bien cadrer les choses, effectivement, on a une notion de spatial ici. Pourquoi ? Parce que, on le verra par la suite, la donnée spatiale est considérée comme structurante pour ce qu'on veut mettre en place, mais pour autant, ça ne veut pas dire que les autres types de données ne sont pas importantes et ne sont pas utilisées. En fait, on a l'ambition de réunir l'ensemble des observations et aussi des capacités de modélisation, d'assimilation pour analyse et prévision. Donc, vraiment, c'est multi-sources de données. Simplement, le spatial nous apporte un changement dans la donne, en fait, qui est considérée comme structurante aujourd'hui pour l'hydrologie, comme elle a pu l'être pour l'océanographie par le passé. Et on pense effectivement que cette donnée spatiale nous permet à la fois de considérer les échelles globales, les échelles régionales, plusieurs échelles temporelles, etc. Et donc, c'est quelque chose qui change la donne. Voilà pourquoi on essaye de profiter, si vous voulez, de cette vague sur la donnée spatiale pour mettre en place ce centre d'hydrologie opérationnelle. Alors, bon, il y a quelques généralités sur l'eau, les enjeux environnementaux, sociétaux ou même géopolitiques. Je ne vais pas m'étendre là-dedans. Je pense que vous êtes tous très, très au courant des enjeux. Donc, ce n'est pas forcément moi qui vais vous les apprendre. Bon, on avait mis quelques chiffres ici pour des présentations générales dans d'autres contextes qui montrent que, bon, évidemment, les enjeux sont extrêmement importants au niveau de l'environnement, au niveau de l'évolution, au niveau des populations, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et même à l'échelle de la France, évidemment, avec des événements météorologiques, par exemple, mais pas seulement, d'autres types d'évolutions, des évolutions climatiques aussi, et d'autres types d'évolutions qu'il est important de bien observer et même de modéliser. Voilà. Alors, comme je vous le disais, on a essayé de se regrouper. Là, c'est vraiment le concept qui est le plus important, de regrouper toutes les forces, en fait, pour être le plus exhaustif possible au niveau de ce centre d'hydrologie ou de système d'hydrologie opérationnel. Voilà. Alors, notre vision, c'est effectivement que le spatial a changé la donne et qu'aujourd'hui, grâce à l'observation spatiale, on peut effectivement arriver à une observation des phénomènes hydrologiques beaucoup plus complète que ce n'était le cas par ailleurs. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les données in situ, notamment, ne sont pas importantes. Évidemment, elles sont fondamentales et elles sont surtout très complémentaires avec celles du spatial. Voilà. Bon, alors on avait mentionné quelques enjeux parmi les plus importants. Hein. Là, je ne suis pas exhaustif. Évidemment, là encore, je ne vous apprendrai rien en vous parlant de sécheresse et d'inondation. La qualité de l'eau qui devient
qui devient un enjeu extrêmement important également. Donc on va sur des paramètres physiques, mais aussi sur des paramètres biogéochimiques. Et enfin, bon, évidemment, la raréfaction de la ressource avec des arbitrages qui commencent à voir le jour entre différents acteurs aux échelles nationales et internationales, donc qui posent des problèmes et qui sont très, très importants à traiter. Voilà. Alors, effectivement, il y avait quelques défis, donc des manques de données ou des hétérogénéités des données, notamment des données in situ, voilà. Parfois, on peut aussi manquer de données en temps réel. Une certaine coordination un peu déficiente à l'échelle transfrontalière parfois. En fait, ça énumère un petit peu les qualités qu'on peut donner au spatial pour répondre à ce type d'enjeu. Effectivement, la donnée spatiale peut répondre et peut répondre à ce type de manque en association avec d'autres types de données. Aujourd'hui, on fait aussi le constat qu'on a une mine de données spatiales, vous le savez. On attend des nouvelles missions, bien entendu, mais il faut aussi considérer qu'on a déjà une mine extrêmement importante de données spatiales disponibles, et on fait le constat que cette mine de données n'est pas forcément exploitée de la meilleure manière possible, ou de la manière la plus optimale, dirons-nous. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de se préparer aux nouvelles missions émergentes. On voit apparaître des missions hyperspectrales, par exemple, où on a vu l'avènement de la mission SWOT ces dernières années, et puis plus tard des programmes comme Sentinel-3 topographie à faucher large. Voilà. Donc il faut se préparer à ces nouvelles missions, et aussi la fusion de données d'observation est indispensable. Et donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, à la fois pour combiner les données issues des satellites, mais aussi les données in situ ou d'autres types de données qui sont collectées. Alors, notre idée, c'était de bâtir un service intégré d'hydrologie spatiale opérationnelle. Alors, il y a plusieurs mots-clés ici qui méritent peut-être qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, l'idée, c'est de bâtir un service. Donc un service, ça signifie qu'on va apporter de la valeur ajoutée, et donc ça répond à un besoin utilisateur applicatif. Alors le besoin applicatif, il peut être évidemment dans le secteur, pourquoi pas marchand, dans le secteur institutionnel, et il peut être aussi dans le secteur purement scientifique, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est tous les types d'applications qu'on peut être amené à traiter. Voilà. Mais l'idée, donc, c'est d'apporter une valeur ajoutée par rapport à la donnée. Et tout de suite, on voit arriver la notion de validation par les utilisateurs et de prescription de ce service par les utilisateurs. Donc ça nous paraît important de ne pas créer encore une couche supplémentaire qui répète ce qui est déjà fait, mais par contre, d'aller traiter des besoins spécifiques qui n'ont pas encore été explorés, d'aller apporter de la valeur ajoutée, et que ce soit validé en termes, par exemple, d'estimation d'incertitude à fournir en même temps que les données et que les produits qui seront générés. Voilà. Alors, hydrologie spatiale, on l'a dit, j'en ai déjà parlé. Évidemment, donc on prétend qu'on peut aujourd'hui améliorer l'exploitation des données de manière multisource, alors spatiale, mais in situ également. Voilà. Donc aux échelles globales, en ayant une notion transfrontalière, avec une facilité de disponibilité, largement libre et gratuit aussi. Ça, c'est quand même assez important. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sources de données qui sont libres et gratuites, heureusement, et on veut exploiter cette richesse. Alors, la notion d'intégration, ça veut dire qu'elle rassemble toutes les composantes nécessaires. Voilà. Et donc, toute la chaîne de la valeur, les données spatiales, les données in situ. On va travailler sur la fusion de données, et on va aussi, évidemment, utiliser des modèles pour de l'analyse et de la prévision. Voilà, ça c'est la notion d'intégration, parce que finalement, l'utilisateur, il ne se préoccupe pas franchement de savoir la teneur des données, mais plutôt
plutôt les paramètres en sortie et leur qualité, quels que soient les traitements qui ont été mis en place pour l'obtenir. Et la notion d'opérationnalité, bon, évidemment, on va se donner une haute exigence de service en termes de disponibilité, de fiabilité, j'en ai parlé, hein, et de pérennité. Alors pourquoi ces notions sont importantes? Parce que si on veut qu'il y ait des utilisateurs qui s'approprient le service, il faut absolument que ce service soit pérenne, en particulier, qu'il soit fiable bien sûr et disponible, mais la notion de pérennité, elle est absolument indispensable. On l'a vu par exemple dans les services Copernicus, puisque l'apport de la pérennité a permis de créer quand même un nombre important de services en aval, qui soient privés, institutionnels ou scientifiques. Avec 3 modes, différentes temporalités, hein, donc des séries temporelles pour le passé, du temps réel bien sûr, et une capacité de prévision aussi sur certains paramètres. Voilà. Et on l'a dit, utilisation d'observation et de modèles. Alors, comment on a bâti notre socle? En fait, on a essayé de réunir un nombre important d'acteurs qui sont pertinents sur le sujet et qui apportent des compétences, tout simplement. Et on ne se limite évidemment pas à une notion de public ou de privé. Voilà, donc on essaye de réunir tous les acteurs qui comptent le plus, et cette réunion, elle est ouverte, hein, bien sûr, c'est pas un club fermé. Donc on essaye de réunir les expertises à l'échelle d'abord nationale, puis européenne, et peut-être internationale un jour. Mais en tout cas, on fait le constat qu'à l'échelle au niveau français, en tout cas, on a déjà de fortes capacités pour mettre en place ce type de service. Voilà. Alors, vous voyez ici qu'on a des industriels, hein, il y a BRLI, le CERFAX qui est un peu entre les deux, hein, entre le secteur privé et le secteur public, CLS, CS Soprasteria, Hydromater, Magelium, Meos, le CERTIT qui est aussi dans un mode un peu hybride, et Vortexio. Voilà, donc ça c'est nos industriels. Bon, évidemment, le CNES est partie prenante. On l'a dit, le CNRS, l'IRD et l'INRAE, qui sont des acteurs réunis au sein de Dataterra. Hein, voilà, c'est Dataterra qui réunit ces acteurs au sein du groupement HydroVenture. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, notamment avec Jean-Philippe. Voilà. Donc, comme je le disais, ce groupement est ouvert. On essaye de rassembler le maximum d'expertise pour répondre à tous les besoins, en fait, et pour être capable de répondre du mieux possible à tous les besoins qui seront exprimés. Voilà. Alors, notre proposition de valeur. On a parlé d'hydrologie spatiale opérationnelle, on parle d'intelligence collective. Pourquoi? Parce qu'on prétend partir des données pour fournir des services à valeur ajoutée très, très en aval, en fait, jusqu'à des jeux numériques, jusqu'à des outils d'aide à la décision, en ayant des capacités d'innovation très fortes, y compris de la R&D, en nous associant à des organismes de recherche, notamment, en mettant en commun des algorithmes et des méthodes, et en essayant, évidemment, de répondre à des besoins, en créant des applications et en utilisant nos capacités, à la fois partant de l'innovation et de la recherche, jusqu'à des capacités industrielles pour répondre et pour fournir le service. Alors, voilà les missions et les principes d'organisation. On aura bien entendu un centre opérationnel, hein, qui fournira les services et les produits à valeur ajoutée qui sont dédiés à l'hydrologie. Il pourra y avoir évidemment une commercialisation de services. Voilà. À la fois, ce lien avec les utilisateurs va permettre de capter les tendances et les enjeux et les besoins. Et on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le Living Lab, qui va être un pôle de recherche et de développement pour mutualiser des moyens et des compétences, voilà, et qui va nous permettre à la fois de qualifier les besoins,
d'essayer d'y répondre de la meilleure manière possible, éventuellement de mener des axes de recherche pour y répondre. Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'un pilotage par le besoin utilisateur en aval, mais il s'agit aussi de valoriser toute la richesse qui est déjà dans les organismes de recherche et qui peut être valorisée à travers des applications. Voilà. On pourra y revenir. Alors là, on cite quelques services fondateurs qui ont déjà été mis en place au sein d'HydroVenture avec des partenaires, avec quelques projets qui sont mentionnés ici, avec des services opérationnels et commerciaux pour la gestion des crises et des inondations, pour le suivi des réservoirs, la qualité des plans d'eau, la qualité de l'eau des plans d'eau, la surveillance des étiages, la sécheresse, l'irrigation. Voilà, on a quelques services, je ne suis pas exhaustif là non plus, mais qui ont déjà été mis en place au sein du groupement dans différents projets. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà, je vais m'arrêter après ce transparent. On pense qu'on a déjà quelques succès. Évidemment, on a réussi à bâtir un consortium. On a un accord de consortium qui lie tous les partenaires aujourd'hui et qui est en cours de signature. On se réunit tous les mois en comité, ce qu'on appelle des comités directeurs, où tous les membres participent et où on échange sur tous les sujets, sur les grands projets, sur des axes de recherche potentiels. Voilà. On a déjà des premières composantes qui ont été mises en place, comme je vous le disais, là, notamment dans France 2030 hydrologie, avec des stocks en eau, qualité de l'eau, irrigation, diffusion de données. On a d'autres au sein de France 2030, d'autres projets comme les événements extrêmes. Un projet qui a été gagné au niveau de l'ESA sur le DTC Hydro, qui a été décidé en consortium en interne HydroVenture. Voilà, donc ça, c'est quand même des premiers succès et des premières bribes qui commencent à émerger et c'est assez prometteur parce qu'on pense justement que ce groupement permet de répondre efficacement à des besoins. Et ensuite, c'est le sujet d'aujourd'hui, une coordination avec les laboratoires. Donc aujourd'hui, on va en discuter, notamment avec Jean-Philippe. On veut mettre en place une relation extrêmement régulière via Dataterra. Et il sera important de mettre en commun des axes de recherche prioritaires, de les identifier et de structurer peut-être un ensemble de thèses chiffres, par exemple, permettant de s'appuyer et mettre en commun de ressources et des moyens pour aller dans un sens commun. Voilà, je vais m'arrêter là.